je crois qu'on va pouvoir commencer. Donc cette soirée, bonsoir à tous et à toutes. Cette soirée est organisée par la plateforme des ONG du département de la Palestine. Donc ici représenté par deux membres, moi-même et Jean-Louis Foucault. Donc moi je suis de France-Palestine Solidarité et Jean-Louis est du CCFD, mais il y a dans l'Assemblée plusieurs représentants des autres associations. Cette soirée s'inscrit aussi dans le... je veux dire, c'est pas la semaine, c'est le mois, et même plus qu'un mois, contre le racisme et les discriminations, avec des expositions, des conférences, du théâtre ou d'autres animations. Donc vous avez les programmes qui sont sur la table de presse à la sortie. Alors, lorsque nous avons décidé d'inviter Dominique Vidal, ici présent, pour cette conférence, donc le thème, c'était sur la radicalisation de la société et du pouvoir israélien. Donc c'était en fin d'année. Depuis cette invitation, il y a eu beaucoup d'événements qui se sont produits et qui ont donné aussi plus d'arguments et de matière pour l'exposé de Dominique. Donc ça répond bien à notre souhait et on ne pensait pas viser, hélas, on va dire, aussi juste. Puisque derrière, c'est quand même la situation des Palestiniens qui est visée. Donc, je vais présenter rapidement Dominique, donc journaliste, historien. Tu as été longtemps au monde diplomatique, tu as écrit plusieurs ouvrages, nombreux sur la question israélo-palestinienne, mais aussi sur d'autres domaines. Et tous les ans, tu publies avec Bertrand Badi L'État du monde. Donc il y a une nouvelle édition cette année. Voilà. Donc j'en profite pour ne pas oublier que demain, un certain nombre d'associations membres de la plateforme appellent au rassemblement qui aura lieu au bout du cours des 50 otages à côté de la préfecture, en solidarité avec les victimes et contre le racisme, tous les racismes dont ont été victimes des Néo-Zélandais, enfin des musulmans plutôt néo-zélandais récemment. Et donc on vient d'apprendre d'ailleurs qu'aujourd'hui il y avait aussi un attentat aux Pays-Bas. Donc c'est demain à 18h. Et puis mercredi, la plateforme des ONG pour la Palestine organise une distribution de tracts et de signatures de pétitions contre le tramway d'annexion, qui dessert les colonies israéliennes situées à Jérusalem-Est. Donc c'est mercredi à partir de 16h30 au carrefour 50 otages, Barrieri, c'est la rue qui monte vers Decré, Nouvelle Galerie. Voilà. Donc Dominique va nous exposer pendant une quarantaine de minutes la situation, et puis après nous aurons un débat, voilà, et sur différents aspects, y compris d'ailleurs à propos de son dernier livre, donc qui est en vente sur la table. Donc c'est Antisionisme, antisémitisme, réponse à Emmanuel Macron, qui est aussi une question qui est revenue dans l'actualité, et donc il pourra vous le dédicacer pour ceux qui le désirent. Voilà. À toi, Dominique. Je suis très heureux d'être avec vous pour cette 70e conférence depuis que j'ai sorti ce livre, et de vous informer d'ailleurs aussi que le livre est épuisé. Il est à nouveau en impression, avec une nouvelle préface. C'est dû beaucoup aux efforts assez acharnés de mon attaché de presse, je veux dire Emmanuel Macron. Il a fait dans la dernière période tout ce qu'il fallait pour qu'on parle à nouveau de ce sujet et du coup que ce livre se vende. Se vend aussi parce qu'il est à un prix très modique, je le signale, c'est-à-dire 8 €. Ça n'est pas anecdotique, c'est parce qu'on a voulu faire un livre qui soit accessible aux jeunes et à leur budget. Et donc on a tenu le livre
dans des proportions telles qu'il puisse être vendu à 8 euros. Il y a quelques siècles, quand j'ai commencé à m'occuper du conflit israélo-palestinien, il y avait une blague qu'on racontait en Israël. C'était au début de l'ère de la droite, c'était sous Begin, Menachem Begin. On avait la devinette suivante: quelle est la différence entre un hôpital psychiatrique et Israël? Personne ne me voit? Ben, il y en a une. C'est que dans un hôpital psychiatrique, au moins, la direction est saine d'esprit. Et je dois dire que j'ai souvent repensé à cette blague qui n'était pas tout à fait sérieuse à l'époque et qui aujourd'hui est une analyse scientifique sérieuse de la droite et de l'extrême droite israélienne. Alors, comme vous le savez, les Israéliens vont voter le 9 avril prochain. Je vous mets en garde contre toute tentative de faire des pronostics. D'abord, ça ne marche jamais en Israël, puisque l'opinion est extrêmement versatile, y compris à l'intérieur même d'une campagne électorale. Et puis cette année, le paysage politique est strictement incompréhensible, puisque la plupart des partis ont éclaté en plusieurs morceaux. Le parti travailliste a éclaté en deux, le parti foyer juif d'extrême droite a éclaté en deux, et malheureusement même la liste arabe unie n'est plus unie. Il y a deux partis qui se présentent. Et puis il y a cette bataille acharnée entre Benjamin Netanyahou et ses challengers, le général Benny Gantz et Yair Lapid, dont je peux vous dire de manière lapidaire qu'ils ne valent guère mieux que Netanyahou. Benny Gantz a fait un film de propagande pour sa campagne dans lequel il se félicite d'avoir ramené une partie de la bande de Gaza à l'âge de pierre. Ça situe le personnage. Il n'empêche que le leader de l'actuelle liste unie a quand même fait des ouvertures à Benny Gantz et à Yair Lapid, pour une raison simple, c'est qu'il y a quand même une différence. Tu précises liste unie pour ceux... Liste unie, arabe unie, regrouper les trois, jusqu'à maintenant, les trois principaux partis arabes. En fait, c'est un raccourci, parce qu'il y a un de ces partis qui est judéo-arabe, qui est le Parti communiste. Les autres sont effectivement deux partis arabes. Quelle est la différence? C'est que Benjamin Netanyahou, qui lui aussi est là depuis 3 siècles environ, il est la clé de voûte de l'alliance entre la droite et l'extrême droite. Et que le fait que cette clé de voûte saute créerait une situation nouvelle, même si les challengers, je l'ai dit, ne valent guère mieux que lui. Au fond, si on résume l'enjeu de l'élection du 9 avril, c'est de savoir si les Israéliens vont conforter, confirmer la radicalisation dont je vais vous parler, ou bien s'ils vont lui porter un coup plus ou moins sévère. C'est à cette question-là, la radicalisation, que je voudrais consacrer cette conférence, parce que, quoi qu'il arrive, c'est l'enjeu majeur des mois et des mois, et peut-être des années malheureusement qui viennent. La première dimension de cette radicalisation, c'est la nouvelle loi fondamentale adoptée par le Parlement israélien le 19 juillet 2018. Ce jour-là, ce soir-là en réalité, la Knesset adoptait une nouvelle loi fondamentale, c'est-à-dire constitutionnelle. Je ne sais pas si vous le savez, mais Israël n'a pas de constitution. Parce qu'à l'époque, le premier ministre, David Ben-Gourion, ne voulait pas affronter les partis religieux. Il aurait pu, il avait la majorité pour le faire dans la première assemblée, imposer et voter une constitution. Mais ça aurait signifié que les partis religieux ne faisaient pas partie de la construction
de l'État juif. C'est difficile d'imaginer la construction d'un État juif si les partis les plus juifs, c'est-à-dire les partis religieux, ne s'y trouvent pas. Or, les partis religieux, pour eux, d'abord, ils étaient hostiles à la création même de l'État d'Israël, estimant qu'on ne pouvait pas créer un État juif tant que le Messie n'était pas arrivé. Chez les Juifs, c'est arrivé, pas revenu. Et par conséquent, ils étaient très hostiles à toute cette entreprise. Mais quitte à avoir un État juif, la seule constitution pour eux, c'était la loi juive, la halakha. La Torah, si vous voulez. Évidemment que c'était difficile à envisager pour David Ben-Gourion et pour les sionistes, qui étaient pour l'essentiel des gens non seulement a-religieux, mais souvent anti-religieux. Donc ils ont fait un système bancal qui consistait à voter une série de lois fondamentales à travers les décennies pour définir le fonctionnement des principales institutions israéliennes. C'est ainsi qu'en 1992, vous voyez, c'est très très loin après la création d'Israël, il y a eu le vote d'une loi qui définissait l'État. Et il définissait l'État comme, je cite, État juif et démocratique. Il suffit de réfléchir 3 secondes pour comprendre que c'est un oxymore. Parce que s'il y a une majorité d'Arabes, un jour, ce n'est pas le cas aujourd'hui évidemment, mais si il y a, alors l'État, il doit être, s'il est démocratique, il ne peut pas être juif, et s'il est juif, il ne peut pas être démocratique. Mais au moins, il y avait un avantage à cette loi, c'est qu'il y avait le mot démocratique. Quand même un mot important. Eh bien, dans la nouvelle loi, qui a été votée le 19 juillet dernier, le mot démocratique n'existe pas, n'apparaît pas. La loi s'appelle Loi État-nation du peuple juif. Le premier article dit, je le cite parce qu'il y en a très peu, raison de plus pour le citer, le droit d'exercer l'autodétermination nationale dans l'État d'Israël est propre au peuple juif. Ça veut dire que les autres n'ont pas de droit à l'autodétermination, en clair. Si quelqu'un n'a pas compris, il y a un article 4 qui abolit le statut de langue d'État qu'avait l'arabe au même titre que l'hébreu depuis 1948. Symboliquement, l'arabe n'est plus une langue d'État. Et enfin, l'article 7, sans doute le plus étonnant de tous, stipule, je cite, que l'État considère le développement des colonies juives comme une valeur nationale et agira pour encourager et promouvoir leur création et leur renforcement. On peut difficilement mieux faire pour cracher au visage de l'ONU, qui, quasiment de manière unanime, refuse la colonisation sur la base, évidemment, de la Convention de Genève, qui considère toute forme de colonisation de territoires occupés comme un crime de guerre. Il suffit d'avoir en tête ces articles. C'est presque toute la loi, je pourrais vous la lire, il n'y aurait pas grand-chose de plus. Il suffit de les lire pour comprendre que cette loi contredit d'une manière violente un des principes sur lesquels reposait la déclaration d'indépendance de l'État d'Israël du 14 mai 1948, je cite, le nouvel État, donc, assurera une complète égalité de droits sociaux et politiques à tous ses citoyens sans distinction de croyance, de race ou de sexe. Là, on est exactement à l'inverse. C'est-à-dire que la loi du 19 juillet, elle constitue le cadre légal d'un système d'apartheid. Apartheid n'étant pas un gros mot, un mot que je prononce pour vexer ou fâcher qui que ce soit, c'est simplement la définition d'une situation dans laquelle un peuple jouit de tous les droits et un autre d'aucun. Et comme la loi fondamentale de juillet ne précise pas
quelles sont les frontières de l'État d'Israël dont elle parle, on peut considérer, sans mauvais esprit, que ce texte, en fait, prépare la situation d'après l'annexion du reste de la Palestine. Ce qui m'amène à la deuxième dimension de la radicalisation en cours, c'est une autre loi adoptée par la Knesset le 6 février 2017 dans l'absence totale d'analyse et donc de réaction de tous les médias français sans exception, y compris ceux qu'on aime bien, qui avaient du mal à comprendre de quoi il s'agissait. Cette loi s'appelle loi de régularisation, drôle de mot. Elle mériterait plutôt le nom de loi de confiscation. Le fils de Menachem Begin, que j'ai cité tout à l'heure, son fils, lui, il a qualifié cette loi de, je cite, loi des voleurs. C'est signé Begin. Begin n'est pas un homme de droite converti subrepticement à la gauche ou à l'extrême gauche. C'est toujours un homme de droite, Benny Begin. Que dit cette loi ? Elle permet à l'État d'Israël de mettre la main non seulement sur les terres palestiniennes publiques, comme il le fait depuis 1967, mais aussi sur les terres palestiniennes privées, et notamment ce qu'on appelle, je vais y revenir, les avant-postes. Elle ouvre donc la voie à l'extension de la souveraineté israélienne à tout ou partie de la Cisjordanie. Mesurez bien ce que ça signifie. Ça veut dire que de la solution des deux États, on passe à la solution d'un seul État, un État d'apartheid. Pour bien comprendre ces finesses-là, il faut revenir un peu plus de 50 ans en arrière. Je le ferai brièvement, ne vous inquiétez pas. En 1967, comme vous le savez, la troisième guerre israélo-arabe dure 6 jours. On la connaît sous ce nom. Enfin, en Israël, dans les pays arabes, on n'utilise pas ce nom. Et au 7e jour, comme Dieu, au bout de sa semaine de travail, la seule qu'on connaisse, en réalité, Israël s'est emparé du Sinaï égyptien, du Golan syrien, qu'il a annexé entre-temps, mais aussi de Jérusalem-Est, de la Cisjordanie et de la bande de Gaza. C'est-à-dire qu'en 6 jours, Israël, écoutez bien, a quadruplé son territoire. On préparait déjà, paraît-il, des affiches qui diraient « Venez visiter Israël et ses pyramides ». Pas tout à fait. C'était un changement absolument radical. Pourquoi ? Parce que l'État juif récupérait le reste du mandat britannique qui lui avait échappé en 1948. Jusque-là, Jérusalem-Est, la Cisjordanie, la bande de Gaza, n'étaient pas sous la main d'Israël. Je signale au passage, c'est mon mauvais esprit, que ça signifie que les pays arabes auraient pu créer un État palestinien à Jérusalem-Est, en Cisjordanie et sur la bande de Gaza, et qu'ils se sont bien gardés de le faire. Mais à partir du moment où Israël avait à sa botte toute la Palestine, ça veut dire aussi qu'il devenait l'unique responsable de son sort. On ne pouvait plus renvoyer la question à d'autres. À l'époque, les diplomates israéliens disaient « Mais ne vous inquiétez pas, ces territoires, on les occupe, mais c'est une carte dans la négociation pour pouvoir obtenir notre reconnaissance. » D'autant que, dès le 22 novembre 1967, la fameuse résolution 242 du Conseil de sécurité appelait Israël à se retirer des territoires occupés et les pays arabes à reconnaître le droit à l'existence et à la sécurité de l'État d'Israël.
à l'époque, à l'époque, j'étais pas gaulliste du tout, mais je le suis devenu entre-temps. J'ai un vrai gaulliste. De Gaulle avait, dans sa conférence de presse, la fameuse, où il parle du peuple juif sûr de lui et dominateur, avait fait une analyse absolument prémonitoire de ce qui allait se passer. C'est le 27 novembre 1967. Voilà ce que dit De Gaulle. Maintenant, Israël organise sur les territoires qu'il a pris l'occupation qui ne peut aller sans oppression, répression, expulsion, et il s'y manifeste contre lui une résistance qu'à son tour il qualifie de terrorisme. Tout est dit. En fait, deux cartes à jouer. Les dirigeants israéliens annexent dès la fin du mois de juin 1967 Jérusalem-Est pour la réunir à Jérusalem-Ouest et former la capitale réunifiée de l'État d'Israël. Au passage, il l'a d'ailleurs augmenté de 64 km², pris à la Cisjordanie pour pouvoir implanter des colonies juives à Jérusalem-Est. Quant à la Cisjordanie, le plan Allon prévoit l'implantation d'une série de colonies dites de sécurité, en particulier dans la vallée du Jourdain. C'est quand même le lancement d'un mouvement qui, en 50 années, va permettre l'installation de plus de 700 000 colons juifs, 470 000 en Cisjordanie, 230 000 à Jérusalem-Est et puis 8 000 dans la bande de Gaza qui vont être retirés en 2005 au moment du retrait unilatéral décidé par le général Sharon. Alors, au plan du droit international, toutes les colonies sont illégales. Point. Le droit israélien distingue en Cisjordanie 131 colonies légales d'une centaine d'illégales baptisées avant-postes, dont je parlais tout à l'heure. Il s'appuie, le droit israélien, sur une disposition de la 4e Convention de Genève de 1949 qui interdit effectivement le transfert de populations occupantes dans des territoires occupés, mais autorise, malheureusement, la puissance occupante à évacuer certaines zones pour des raisons de sécurité. Sous couvert de bases de sécurité temporaires, légales aux yeux du droit international, la Convention de Genève, Israël va créer des colonies de peuplement durables parfaitement illégales. À ce tour de passe-passe s'en ajoute un autre, le recours au droit ottoman, qui permet de s'emparer de terres dites non cultivées. Donc par exemple, c'est au hasard, je dis ça, vous construisez un mur, ce mur sépare les paysans de leurs terres, et des soldats les empêchent de passer, eh bien ce sont des terres non cultivées dont on peut s'emparer. Mais il y avait un autre avantage à ces constructions juridiques un peu douteuses, c'est que ça permettait aux dirigeants israéliens successifs d'entretenir un flou artistique total sur le statut de ces territoires occupés. Occupés, colonisés, mais pas annexés. Parce qu'on craignait à l'époque, les dirigeants israéliens étaient plus raisonnables qu'aujourd'hui, qu'Israël ne soit isolé dans la communauté internationale s'ils annexaient ouvertement ces territoires. C'est la raison pour laquelle je me suis battu dès le 7 février 2017 pour essayer d'expliquer, je parlais un peu dans le désert, que cette loi du 6 février était un tournant historique. Alors c'est vrai, il faut dire tout, cette loi pour l'instant elle a été gelée par la Cour suprême. Mais la Cour suprême est aujourd'hui la cible du gouvernement de droite et d'extrême droite qui prétend non seulement en modifier la composition, c'est la même chose qu'aux États-Unis, mais aussi en modifier les attributions, en réduire les attributions.
En tout cas, gelé ou pas gelé, la plupart des dirigeants de la droite et de l'extrême droite israélienne, à l'instar de Naftali Bennett, l'ex-leader du foyer juif, répètent, c'est une citation, « Nous devons donner nos vies pour l'annexion de la Cisjordanie ». Ça vaut de dire un mot de ce parti foyer juif, même si aujourd'hui il a éclaté, parce qu'avec 8 députés sur 120, c'est pas beaucoup, 4 ministres, c'est un peu plus, mais c'est pas énorme, il avait réussi, sous la direction de Naftali Bennett, à rallier à cette loi d'annexion la quasi-totalité des députés du Likoud, auxquels Netanyahou avait demandé de ne pas voter une loi d'annexion, parce qu'à l'époque, on ne savait pas très bien comment Trump allait tourner. Depuis, il serait moins inquiet, Netanyahou, de toute évidence. D'autant que le comité central du Likoud, à la fin 2017, s'est prononcé pour la mise en œuvre de l'annexion de la Cisjordanie. Donc il n'y a plus d'hésitation. En fait, on pourrait parler, avec cette loi-là, d'un double putsch. Un putsch d'abord contre l'opinion israélienne, parce que c'est un élément très important. 70% des juifs israéliens s'opposent à l'annexion de la Cisjordanie. Pas par amour des Palestiniens, je vous rassure, mais parce que la mémoire des années 20, des années 30, de la guerre de 48, fait que beaucoup d'Israéliens craignent qu'une situation d'État unique débouche sur une guerre civile entre juifs et arabes. Qu'une solution à 2 États éviterait, évidemment. C'est tout le débat. Deuxième élément du putsch, c'est contre la communauté internationale, parce qu'évidemment que l'enterrement officiel, officieux, ça fait longtemps que ça dure, mais officiel de la solution des 2 États, c'est là aussi un crachat au visage de la communauté internationale. Alors un mot quand même, parce qu'on n'en parlera peut-être plus, Inch'Allah, sur Netanyahou. Il partage de toute évidence la vision de ses alliés et rivaux qui aujourd'hui essayent de le chasser du pouvoir. La différence, elle n'est pas idéologique, elle n'est pas politique, elle est que Netanyahou a une expérience, y compris diplomatique, qui l'amène à un peu plus de prudence que les autres. Regardez comment, malgré le lancement de 2 missiles sur Tel Aviv, ce qui est très rare, d'ailleurs qui les a lancés, très intéressant de savoir, Netanyahou a fait en sorte de riposter, mais sans qu'il y ait une escalade à la veille des élections. C'est un homme expérimenté, ce n'est pas un perdreau de l'année. Il a de la même manière, c'est intéressant, reporté pour, je cite, manque de préparation diplomatique, un projet de loi sur le Grand Jérusalem qui autorisait l'annexion de 5 grands blocs de colonies qui sont à l'est de la ville. Et en attendant, parce que quand même le bulldozer doit avancer, la Knesset a adopté, vous voyez les nuances, un amendement à la loi de 1980 sur Jérusalem. Que dit cet amendement? 2 choses parfaitement contradictoires, mais c'est comme ça en Israël, je vous renvoie à la devinette du début. Cet amendement impose une majorité non plus de 61 députés, mais de 80 sur 120, pour toute rétrocession d'une partie de Jérusalem aux Palestiniens. Et je peux vous le dire, sous le contrôle de qui voudra me contrôler, 80 députés votant la restitution d'une partie de Jérusalem aux Palestiniens, ça n'existe pas. Ça n'existera jamais, sauf s'il y a des mitraillettes dans le dos des députés. C'est un système, un amendement qui a l'air de rien et qui en fait interdit que les Palestiniens récupèrent toute partie même de leur
Jérusalem. Le même amendement, c'est extraordinaire, permet lui de retrancher des quartiers palestiniens qui sont à Jérusalem, mais en dehors du mur. Comme vous le savez, le mur ne sépare pas juifs et palestiniens, il sépare les bons palestiniens des mauvais, du point de vue juif, pas du point de vue israélien, ou juif israélien. Ce qui veut dire, la finesse est dans cette explication, que ces quartiers resteraient sous souveraineté israélienne, puisque c'est la capitale d'Israël, mais que les habitants ne seraient plus des résidents. Ça a l'air de rien, sauf que ne plus être résident, ça veut dire qu'on peut être expulsé, ça veut dire qu'on n'a plus de sécurité sociale, ça veut dire qu'on n'a plus de retraite, etc., etc. Chaque année, il y a un rapport secret, qui reste jamais secret, des consuls de l'Union européenne à Jérusalem, et bon, ça ne sert absolument à rien, sauf à mon collègue René Bachmann, qui, dans Mediapart, publie tout ou partie du rapport chaque année. Que disaient les consuls à propos de cet amendement? Ils parlaient de charcutage des limites de la municipalité et précisaient que ça réduirait de près de 120 000 le nombre de Palestiniens et ça ajouterait 140 000 colons israéliens, réduisant ainsi, précise-t-il, la part des Palestiniens à 20% contre 37% aujourd'hui. Pour comprendre cette fuite en avant de la droite et de l'extrême droite israélienne, il faut évidemment savoir qu'elle compte sur l'aide américaine. À quiconque en doutait, la décision de Trump de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël et d'y transférer son ambassade a rappelé la détermination qui était celle de l'hôte, qu'on espère très provisoire, de la Maison-Blanche. Si on ignore encore le détail du deal du siècle annoncé par Trump et par son gendre Jared Kushner, ce qui est clair, c'est qu'avec les fuites dont on a bénéficié, il n'y a aucun doute sur le fait que ce serait une capitulation définitive pour les Palestiniens. Leur État se réduirait à une pseudo-autonomie sur les restes des zones A et B, c'est pas bien clair qu'est-ce que seraient les restes. Israël annexerait les blocs de colonies, c'est-à-dire 15% de plus de la Cisjordanie, peut-être même la zone C, alors là ce serait 42% de la Cisjordanie, tandis que la capitale palestinienne serait reléguée dans le petit quartier d'Aboudis, en dehors de Jérusalem, que le droit au retour des réfugiés serait simplement annulé, définitivement, et donc Saeb Erekat, le secrétaire général de l'Organisation de libération de la Palestine, a dit qu'il voyait dans ce deal tel qu'il était présenté la création d'un État doté de deux systèmes, légitimant l'apartheid. C'est clair que si on va vers un seul État, ce qui est le but d'une partie importante de la droite et de l'extrême droite israélienne, la vraie question, la seule question qui vaille, c'est celle du statut des Palestiniens annexés avec leurs terres. Pour la droite israélienne, il n'y a pas d'hésitation, il est exclu de leur donner des droits politiques et notamment des droits de vote, parce que sinon on rentrerait dans un processus qui risquerait de menacer la majorité juive et donc l'existence même de l'État juif. Même l'opinion dont je vous ai dit un chiffre positif tout à l'heure, 70% hostile à l'annexion, quand on lui demande, oui d'accord, ok, vous êtes contre, mais s'il y a quand même l'annexion, est-ce qu'il faut donner le droit de vote aux Palestiniens? 69% disent non. Ceci explique cela. Les statisticiens, pour une fois, des deux côtés, sont d'accord
pour dire qu'aujourd'hui, il y a autant de Palestiniens que de Juifs en Israël-Palestine. Très concrètement, 6,6 millions des deux côtés, sans tenir compte évidemment des 5 millions de Palestiniens vivant en dehors de la Palestine, et aussi, ça va de soi, des Juifs vivant ailleurs qu'en Israël et dans les territoires. C'est la raison pour laquelle l'état d'apartheid version Bennett ne peut pas être autre chose qu'un état d'apartheid. Et c'est très difficile de trouver une voix dans la droite et l'extrême droite israélienne qui propose une solution dans laquelle les Palestiniens ont le droit de vote. Pas en Israël, dans la Cisjordanie, ou la partie de la Cisjordanie annexée. Très difficile, mais il y en a une quand même de voix, et elle mérite d'être citée parce que c'est celle du président de l'État. Reuven Rivlin, qui fait régulièrement des déclarations très en dehors du politiquement correct de la droite israélienne. Il a par exemple, c'est une citation, dit, je cite, « Appliquer la souveraineté à une zone donne la citoyenneté à tous ceux qui y vivent. Il n'y a pas de loi différente pour les Israéliens et les non-Israéliens. » Ça vous donne une idée à la fois de l'intérêt de ce que dit Reuven Rivlin, mais aussi de son splendide isolement. Les leaders de la droite et de l'extrême droite ne se suffisent pas de faire des lois. Ils ont aussi le sens de la provocation permanente. J'aime pas citer ces textes, mais si on ne les cite pas, on ne comprend pas à qui on a affaire. Ayelet Shaked, c'est la ministre de la Justice, une jeune femme brillante. Pendant la dernière guerre de Gaza, elle a posté sur sa page Facebook un texte qui n'était pas d'elle, mais elle l'a posté, qualifiant, je cite, l'ensemble du peuple palestinien d'ennemi d'Israël et justifiant ainsi sa destruction, c'est une citation, y compris ses vieillards, ses femmes, ses villes et ses villages. Le charmant Naftali Bennett a proposé que maintenant on tue, c'est lui qui parle, tous les terroristes plutôt que de les mettre en prison. Et il a expliqué, j'ai tué beaucoup d'Arabes, aucun problème avec ça. Quant à Avigdor Lieberman, il affirme que, je cite, les Israéliens arabes n'ont pas leur place ici, ils peuvent prendre leur baluchon et disparaître. Ceux qui sont contre nous méritent de se faire décapiter à la hache. Il reste, je vous l'ai dit, que l'annexion n'enthousiasme pas l'opinion israélienne. C'est vrai que l'absence d'alternative à gauche, ça vous rappelle peut-être quelque chose, a largement droitisé les Juifs israéliens. Mais cette évolution vers la droite, elle a des limites. Selon les enquêtes les plus récentes, une majorité envisage encore la création d'un État palestinien, se dit réticente à la poursuite de la colonisation, et on l'a vu, à l'annexion. C'est la raison pour laquelle, sinon on se demande quelle mouche les a piqués, la droite et l'extrême droite ont fait voter par la Knesset depuis 10 ans un arsenal liberticide sans précédent. Et vous allez le voir, pour certaines des lois, sans équivalent dans le monde. Il y a, bon, ça vous le savez évidemment, une loi qui interdit l'appel au boycott. Boycott des colonies aussi. Ça s'appelle les régions sous le contrôle d'Israël, pour préciser que le boycott est interdit. Il y a une autre loi qui prive de subventions toutes les institutions, y compris les municipalités, qui commémoreraient la Nakba, l'expulsion des Palestiniens en 1948. Le même texte instaure des, je cite, comités d'admission pour décider si une ou des personnes qui viennent s'installer dans une localité ou une cité sont convenables
Vous imaginez ce que convenable signifie. Un peu la couleur de la peau qui va être déterminante pour savoir si quelqu'un est convenable, un juif, mais quelqu'un ne l'est pas, un arabe. Il y a une loi contre les ONG qui oblige toutes les ONG à déclarer les subventions qu'elles reçoivent, notamment de l'étranger, et fiscalise ces subventions. Peut-être qu'il faut en parler à Castaner. C'est une idée intéressante, ça, pour les ONG. Il y a un texte absolument unique au monde, même en Corée du Nord, qui permet à 90 députés sur 120 d'expulser les autres. Pas pour la journée, jusqu'à la fin de la législature. Vous imaginez, le groupe, je ne sais pas pourquoi je dis ça, le groupe de la France Insoumise à l'Assemblée nationale se réunit et décide d'expulser de l'Assemblée nationale le groupe France Insoumise, le groupe communiste, le groupe socialiste, le groupe écolo. Voilà, c'est la loi. Alors on trouve des prétextes, évidemment, il faut qu'ils aient dit des choses choquantes. Il y a... bref, je ne vais pas vous lire toutes les lois parce que ce serait trop long. Ils ont même été inventés une loi visant une ONG, nommément citée. L'ONG Breaking the Silence, briser le silence, qui assemble et rend public des témoignages de soldats et d'officiers sur les crimes de guerre commis par l'armée israélienne dans les territoires occupés. Eh bien, il y a une loi qui interdit à Breaking the Silence d'intervenir dans les établissements d'enseignement. La dernière loi en date, elle mérite quand même d'être citée parce qu'elle est une loi extrêmement dangereuse, pas seulement pour Israël, pour le monde entier, puisqu'elle permet au Premier ministre et au ministre de la Défense de déclarer la guerre seul, sans consulter le cabinet de sécurité et a fortiori le gouvernement. Quatrième et dernière dimension de la radicalisation, ce sont les alliances que noue Benjamin Netanyahou avec tout ce que l'Europe, d'ailleurs le monde aussi, mais on va se contenter de l'Europe, on va laisser Bolsonaro là où il est, compte de forces populistes et d'extrême droite, souvent antisémites. La plupart des observateurs savent ce que le Premier ministre israélien faisait le 16 juillet 2017. Ça n'a pas dû vous échapper. Il écoutait ravi Emmanuel Macron, qui venait de l'appeler Cher Bibi, et qui lui disait à la fin de son discours, comme un cheveu sur la soupe, « Nous ne céderons jamais à l'antisionisme, car c'est la forme réinventée de l'antisémitisme. » Curieux, parce que le surlendemain, il était à Budapest, Netanyahou, et il faisait des mamours au Premier ministre Viktor Orban, lequel avait fait peu avant un discours d'apologie du régent Horthy, c'est-à-dire le Pétain hongrois. Mais un Pétain, super Pétain. 430 000 juifs ont été déportés et gazés dans les semaines de la fin du mandat du régent Horthy. Pas un mot dans la bouche du Premier ministre israélien pour commenter ce discours apologétique. Et d'ailleurs, comme il était très content, il a même invité Viktor Orban à Jérusalem en juillet 2018, un an plus tard, et là aussi, il s'est tu sur un petit détail, un tout petit détail. Orban venait de remporter les élections législatives à Budapest, au terme d'une campagne centrée sur la dénonciation du milliardaire philanthrope George Soros, campagne dont tous les observateurs disent qu'elle était ouvertement antisémite. La manière dont on présentait le visage de George Soros, c'était digne du Stürmer, du journal, l'hebdomadaire nazi antisémite. Antisémitisme, malheureusement, dans cette zone, il n'y a pas que la Hongrie, il y a aussi la Pologne. En Pologne, c'était encore plus gênant, puisque
Jaroslav Kaczynski, avait fait voter peu avant les rapports nouveaux avec Netanyahou, une loi interdisant d'évoquer la collaboration polonaise avec les nazis. Ce qui est curieux parce que quand même, mis à part les pays baltes, la Pologne a battu tous les records de collaboration avec les nazis. Selon les historiens polonais, entre 200 000 et 400 000 juifs polonais ont été tués non pas par les nazis, mais par des milices de collabos polonais. Et les pogroms ont continué après la guerre, jusqu'aux années 50. Il a suffi que Kaczynski accepte de mettre un tout petit peu d'eau dans son vin et diminue les peines prévues pour quiconque parlerait de la collaboration polonaise avec les nazis, ça ne fait plus de prison, en principe, pour que Netanyahou non seulement se réjouisse, mais signe avec son homologue Mateusz Morawiecki une déclaration commune que le principal historien israélien de la Shoah, Yehuda Bauer, qui est un des responsables du mémorial de Yad Vashem, a qualifié, je cite, de trahison stupide, ignorante et amorale de la vérité historique sur l'implication polonaise dans l'Holocauste. Et il faudra la maladresse du nouveau ministre des Affaires étrangères israélien, Katz, pour créer une crise qui a eu effectivement des conséquences, puisque le groupe de Visegrad ne s'est pas réuni comme prévu à Jérusalem. On se demandait d'ailleurs qu'est-ce qu'il allait faire à Jérusalem, puisqu'il regroupe, comme vous le savez sans doute, la Pologne, la Hongrie, la Tchéquie et la Slovaquie. La capitale de tous ces États n'est pas Jérusalem, autant qu'on sache. Il y a un cas encore plus douloureux que celui de la Pologne, c'est la Lituanie. Peut-être vous l'ignorez, mais le pourcentage de juifs qui a été exterminé en Lituanie pendant la Deuxième Guerre mondiale dépasse 95%. Nombre d'entre eux ont été assassinés par des unités de collabos lituaniens. Certains, même avant l'arrivée des nazis. J'ai lu un livre, entre autres, d'histoire de la guerre, allemand, qui raconte que les Einsatzgruppen, les groupes de tueurs, ailleurs on appelle ça des snipers, les groupes de tueurs arrivent et disent où sont les juifs, et on leur dit c'est fait, le travail est fait. Eh bien, tout cela, Netanyahou ne peut pas l'ignorer, sa famille vient de Lituanie. Son père a échappé de peu, une affaire de semaines, au génocide. Vous croyez qu'il en a dit un mot? De souvenirs, de commentaires sur l'histoire? Rien du tout. Pas un mot. Comment comprendre quelque chose qui, pour un certain nombre de gens, de juifs notamment, peut paraître vraiment comme des relations contre nature? Eh bien, Netanyahou a expliqué ce qu'il voulait faire en toutes lettres avant de partir pour Vilnius. Je le cite. « Je souhaite parvenir à un équilibre dans les relations pas toujours amicales de l'Union européenne envers Israël et de détailler son mode d'emploi. Je le fais par des contacts avec des blocs de pays de l'Union européenne, des pays de l'Europe de l'Est et maintenant des pays baltes et bien sûr d'autres pays. » Clair, il s'agit de réduire autant que possible l'isolement diplomatique d'Israël, que la radicalisation dont je vous parle risque de rendre absolument infréquentable. Et au centre de cette stratégie, il y a le groupe de Visegrad dont je vous parlais. Curieusement, même si Visegrad c'est décisif, la stratégie d'alliance contre nature de Netanyahou, elle se développe aussi à l'ouest de l'Europe. Plus
les néofascistes progressent et plus ils l'intéressent. Et d'abord, évidemment, dans les États où ils sont au pouvoir. Donc on a, j'ai parlé tout à l'heure de Mamour, on peut parler de flirt poussé avec le jeune et sémillant chancelier autrichien Sebastian Kurz. Le Kurz en question a été reçu à Jérusalem et même à Yad Vashem, où il y a eu un incident d'ailleurs avec sa traductrice. La traductrice lui a dit ce qu'elle pensait de l'Autriche. Ce que jamais Netanyahou n'a dit, ni d'ailleurs, par parenthèse, le président du CRIF, Francis Khalifa, qui lui aussi s'est rendu à Vienne il y a quelques semaines, et on a parlé avec beaucoup d'enthousiasme en disant combien ce jeune chancelier était engagé dans la lutte contre l'antisémitisme. C'était vraiment un plaisir à lire. Un détail a échappé à Netanyahou et à Khalifa. Dans le gouvernement de Sebastian Kurz, il y a 6 ministres néo-nazis du parti de Jörg Haider. Et là, vraiment, le mot néo-nazi s'applique. Ce n'est pas un excès de langage. Il y a même un cas absolument stupéfiant qui est celui des progrès considérables qu'a fait l'Alternative für Deutschland, le parti d'extrême droite allemand. C'est un parti compliqué parce qu'il a une présidente qui est très pro-israélienne. Bon, par islamophobie, bien sûr, mais très pro-israélienne. Mais l'autre vice-président, l'autre porte-parole, qui s'appelle Alexander Gauland, il a expliqué, dans une déclaration qui a fait quelques bruits, que, je cite, « Les Allemands peuvent être fiers des performances de leurs soldats durant les 2 guerres mondiales. » Alors, comme c'est l'Allemagne, c'était un peu beaucoup pour Netanyahou, qui a de l'audace, mais jusqu'à un certain point. Donc on a été chercher un ancien ministre, ancien chef du Mossad, très célèbre en Israël parce qu'il a organisé l'enlèvement d'Adolf Eichmann en Argentine. Cet homme, si on peut dire, s'appelle Rafi Eitan. Et voilà ce qu'il a écrit dans un message au congrès de l'AfD, un message au congrès, je cite, « Chacun de nous en Israël apprécie votre attitude envers le judaïsme. Je suis sûr que si vous travaillez avec force et de manière réaliste, au lieu de représenter une alternative pour l'Allemagne, vous pourriez devenir une alternative pour toute l'Europe. » Bref, le slogan qu'on devrait afficher sur le fronton de la résidence du Premier ministre à Jérusalem, c'est une proposition. Qu'importe qu'il soit antisémite, pourvu qu'il soit pro-israélien. Au fond, c'est le fil rouge de toute cette diplomatie de drague des forces d'extrême droite. Je dis que c'est une diplomatie ostensible, voire ostentatoire. Ce qui est incroyable, je le dis juste à titre personnel, et sans vouloir insister, c'est quand même que ces gens-là nous donnent des leçons de lutte contre l'antisémitisme. Nous traitent d'antisémites parce qu'on boycotte les produits des colonies ou d'autres. Nous traitent d'antisémites parce qu'on pense que le sionisme, ça a été un mouvement minoritaire parmi les juifs depuis 1897 jusqu'à aujourd'hui. Comme vous le savez, dans le monde, aujourd'hui, il y a 16 millions de juifs, il y a 6 millions qui sont en Israël et dans les territoires, tout à fait respectables, mais la majorité n'y est pas. Donc on ne peut pas nous expliquer que le sionisme est le mouvement qui exprime les aspirations de tous les juifs. D'ailleurs, là aussi, le président Reuven Rivlin n'a pas cessé de mettre en garde son Premier ministre de manière presque explicite contre ces alliances, et notamment cette fameuse déclaration où il dit « Nul ne peut être reconnu comme un ami d'Israël s'il est antisémite ».
va falloir faire de l'épuration. Hein. On va avoir du boulot. Je terminerai simplement, parce que je suis quand même aussi historien, en disant qu'il ne s'agit pas que de réel politique. Il y a aussi, chez Netanyahou, une génétique personnelle et politique. Personnelle parce que son père, Benzion Netanyahou, a toujours milité aux côtés du leader sioniste révisionniste, Zev Jabotinsky. Politique, car les ancêtres du Likoud, je veux dire l'Irgun, le Bétar et le Lehi, ont fricoté avec le fascisme et le nazisme. C'est d'ailleurs extraordinaire que, des décennies plus tard, Netanyahou, faisant preuve d'un analphabétisme étonnant pour un Premier ministre, israélien ou autre, continue d'attribuer la paternité de la Shoah, je ne sais pas si vous connaissez cette affaire, pas à Hitler. Hitler n'y est pour rien. C'est le grand moufti de Jérusalem. Vous imaginez ça? Ce grand moufti, qu'est-ce qu'il est utile, hein? C'est lui qui a soufflé, dit Netanyahou, en toutes lettres, je n'exagère pas, hein, je ne simplifie pas, a soufflé au Führer l'idée de l'extermination des Juifs lors de leur rencontre du 28 novembre 1941. Mais si Netanyahou avait la moindre culture politique et historique, ou bien il ne donnerait pas cette date, ou bien il renoncerait à sa théorie, parce que le 28 novembre 1941, la Shoah par balle, la Shoah avant son stade industriel, a déjà exterminé des centaines de milliers de Juifs en Union soviétique occupée. Et les chambres à gaz d'Auschwitz et des autres centres d'extermination ont déjà été construites et sont déjà essayées. Pour la vérité historique, je dois dire d'ailleurs que les essais se font non pas sur des Juifs, mais sur des soldats d'armée rouge. À force de rabâcher les histoires du Moufti, on finirait par oublier que le Lehi d'Yitzhak Shamir, qui fut lui aussi Premier ministre, a proposé en 1941, en tant que tel, par une lettre qui a été transmise à Istanbul à l'ambassade d'Allemagne, du Troisième Reich, a proposé une alliance entre son mouvement et le Troisième Reich. C'était évidemment complètement ridicule. 300 pauvres militants de l'Irgun proposant de s'allier avec le Troisième Reich. Mais il n'empêche que cette lettre existe. Elle est dans les archives du ministère des Affaires étrangères en Allemagne. Quant à l'Irgun, à l'époque plutôt le Bétar, il faut savoir, ce sont des faits établis, qu'ils ont bénéficié, et Jabotinsky et son mouvement, du soutien politique et matériel de Mussolini, qui appréciait beaucoup Jabotinsky. Il avait dit en 1935 au futur grand rabbin de Rome, qui s'appelait David Prato, je cite, « Pour que le sionisme réussisse, il vous faut un État juif, avec un drapeau juif et une langue juive. La personne qui comprend vraiment cela, c'est votre fasciste, Jabotinsky. » Et d'ailleurs, comme Mussolini était très généreux, il a accepté d'accueillir une école de cadres du Bétar, de l'extrême droite juive de l'époque, à Civitavecchia, au nord de Rome. Et lors de l'inauguration de cette école, les étudiants révisionnistes entonnent Giovinezza, c'est l'hymne fasciste, et crient, je cite, « Vive l'Italie, vive le roi, vive le duce ». On se demande s'il ne faut pas conclure en disant tel père, tel fils. Merci de votre attention.